Bonjour, alors je vous propose ici de faire le point sur l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt, principalement aux États-Unis parce que c'est le marché directeur. Dans les points précédents, je vous avais expliqué qu'on était dans un contexte de désinflation depuis pas mal de mois déjà. J'avais commencé à en parler dès le milieu de l'année 2022. Ça s'est confirmé. Bon, le taux d'inflation américain est passé d'un pic à presque 9% à peu près un petit peu moins de 3,2% aujourd'hui. Là, ce sont les données de juin ou juillet. En juillet, on est remonté un petit peu, on était à 3,3% d'inflation annuelle, mais vous voyez que ça a quand même bien baissé. Si on regarde les indicateurs en apparence, on va dire les indicateurs classiques, il semblerait que ça puisse continuer. Je dis bien en apparence, on va voir les problèmes qui se posent plus tard. Donc le coût du fret maritime, vous le voyez ici, ne montre pas vraiment de signe de rebond. Si on regarde le graphique sur 24 mois, bon, on voit qu'il est en train de toucher un point bas, il fait une sorte de bottom, mais il s'est pas encore redressé à la hausse. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'indicateur de reprise des coûts du fret. L'agrégat monétaire M2, lui, aux États-Unis, qui est habituellement un indicateur avancé d'inflation, continue de décroître progressivement. Donc en fait, c'est un simple retour à la tendance de long terme après les gros excès de 2021-2022. Les prix à la production, là aussi, qui habituellement sont un indicateur avancé d'inflation, sont en baisse depuis juin 2022. Pour l'instant, il n'y a pas de signe non plus effectif de reprise de ces prix à la production. Donc, tout ce qu'on pourrait dire sur ces indicateurs, c'est qu'ils militent en faveur d'une poursuite de la désinflation. On a aussi évidemment maintenant les ralentissements qui sont marqués dans toutes les économies occidentales, surtout sur le secteur manufacturier. Bon, on a ici vous voyez ici le PMI américain, PMI manufacturier américain, 46,4 seulement en juillet 2023. Pour l'Europe et la France, c'est exactement le même type de graphique, en plus marqué encore. Donc on a vraiment une situation de récession manufacturière un peu partout en Occident, même si on n'a pas une récession globale. Donc voilà, le seul gros problème que j'ai, et c'est vraiment un indicateur puissant parce que le marché obligataire habituellement est un marché qui a un pouvoir prédictif plus grand, plus fiable que celui du marché action, c'est que les taux à 10 ans n'arrivent pas à baisser. Ça semble absurde que ces taux à 10 ans continuent de refuser de baisser alors qu'on est en pleine désinflation. Et ça me dérange évidemment pas mal. Si on regarde ce qui s'était passé sur les précédentes entrées en récession, vous pouvez voir ici la situation qu'on avait en 2007. Les taux longs, les taux à 10 ans avaient baissé dès la mi-juin. Donc pendant un bon semestre, avant qu'on entre dans le vif du sujet de la crise, c'est-à-dire en 2008, on avait déjà perdu une centaine de points de base. En 2000, c'est exactement la même chose qui s'est passé. Vous voyez ici où on en était. Le pic de taux à 10 ans s'est fait en janvier 2000 et on est vraiment entré dans le cœur du marché baissier à partir du début de l'année 2001. Et en attendant, les taux à 10 ans sont passés de 6,69 à moins de 5% sur la période. Donc il y avait vraiment eu sur les dernières récessions à chaque fois une baisse de taux avant qui avait été significative. Si on regarde dans d'autres contextes, dans les contextes inflationnistes des années 70, c'est un petit peu différent, vous allez voir. Par exemple, sur la grosse récession de 1974-1975, même en pleine période inflationniste, on avait quand même eu une petite baisse des taux qui s'était manifestée ici. Le seul vrai cas où on était entré en récession un peu directement sans baisse des taux préalables, c'était en 1969-1970 ici. Donc il faut vraiment aller dans les années 70 pour trouver des courbes de ce type où on a des hausses de taux associées à des récessions. Et c'était un contexte inflationniste qui était tout à fait franc. L'autre problème qui se pose, qui est
contrariant, on va dire contradictoire par rapport à l'hypothèse d'une désinflation durable, c'est que le marché pétrolier reste très tendu, même aux États-Unis. Alors ici vous avez les marges de raffinage, un graphique de marge de raffinage, que ce soit pour le kérosène ou le diesel. Donc vous voyez qu'on remonte fortement en fait depuis le printemps 2023 sur ces marges de raffinage et on est presque de retour au niveau où on était en 2022 aux États-Unis. Donc voilà, si on zoome un peu ce graphique, on voit très bien cette tendance haussière qui se remet en place aux États-Unis. Sur l'Europe, c'est encore plus frappant. Donc, vous voyez, on avait baissé sur les marges de raffinage au printemps 2023. Moi, je m'attendais à une bonne année 2023 pour les raffineurs, mais avec des marges de l'ordre de 40 € la tonne, qui auraient permis des bénéfices très confortables, très satisfaisants, mais sans avoir les niveaux exceptionnels qu'on a pu avoir sur l'année 2022, où on a été à 100 € la tonne de moyenne. Et ce qui se passe depuis donc en juin, on était déjà à 49 €, en juillet 64, et la moyenne du mois d'août maintenant est à 115. Vous voyez ici les chiffres qui tombent sur les marges de raffinage du site UFIP. Donc on est revenu à des niveaux au-dessus de 100 € au plus haut de l'année 2022 sur les marges de raffinage. Et potentiellement donc une nouvelle année de bénéfices exceptionnels pour les raffineurs européens. Alors j'en suis plusieurs dans la lettre PEA que je propose évidemment, parce que c'est un secteur qui est incontournable aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on a des marges de raffinage aussi élevées, c'est le signe de tension sur la demande en pétrole mondial, y compris, et là c'est plus surprenant, y compris en Europe où pourtant on est en plein ralentissement, où on devrait avoir une situation calme. Donc ça, c'est quand même un élément qui milite, qui devrait donner l'alerte sur les perspectives durables ou pas durables d'une désinflation à venir. Au niveau des autres matières premières, on commence à avoir des figures en creux qui se forment ici sur le gaz naturel européen. On commence à avoir des petits signes de hausse très timides pour l'instant. Le charbon aussi semble avoir fait un point bas, ici un double creux. Et quand vous regardez l'indice des matières premières, le CRB index, donc on avait corrigé significativement avec la désinflation depuis l'été 2022. Et là, la tendance baissière semble commencer à s'inverser. Donc ça sera à vraiment surveiller dans les mois qui viennent pour voir où on part. Je crois pas du tout qu'aujourd'hui la Fed américaine ait les cartes en main pour contrôler l'inflation, en tout cas pour contrôler une inflation qui est causée par les prix de l'énergie et par la demande mondiale en pétrole, gaz et autres sources d'énergie. Vous voyez ici les émissions de CO2 dans le monde. Alors rassurez-vous, c'est surtout pas pour vous faire de la morale sur la transition énergétique, sur le climat, etc. On n'est vraiment pas là pour ça ici. Mais ce graphique, il est intéressant quand même parce qu'il montre quels sont les pays qui consomment le plus d'énergie dans le monde. Aujourd'hui, les émissions de CO2 mondiales, c'est à 80%, sont à 80% faites par des pays situés en dehors de l'Union européenne et des États-Unis. Donc l'UE et les États-Unis, c'est à peu près 20% du total mondial. Et les autres pays, c'est 80%. Donc vous avez bien sûr la Chine, mais aussi en vert, ce qui croît très significativement, ce sont tous les pays d'Asie hors Chine, l'Asie du Sud-Est, avec l'Inde évidemment. Donc Asie du Sud-Est plus Inde, c'est une deuxième Chine en fait déjà, et c'est en pleine croissance. Donc la Fed, elle peut monter ses taux tant qu'elle veut, même si on divisait par deux la demande américaine et la demande de l'Union européenne, c'est pas ça qui pourrait contrer durablement la tendance à la hausse de la demande mondiale. Je vous montre un autre chiffre, cette fois-ci c'est pour le charbon. Vous voyez qu'en 2 ans, la consommation de charbon en Chine est passée donc ici de 4,32 milliards de tonnes à 4,67. Donc on a augmenté à peu près de 350 millions de tonnes, et ces 350 millions de tonnes, c'est l'ensemble de la consommation de charbon des États-Unis. Ça veut dire que si on supprimait les États-Unis de la carte, en 2 ans la Chine les aurait remplacés. C'est à peu près pareil pour l'Union européenne.
Donc les capacités des banques centrales européennes et américaines à contrôler une inflation qui viendrait d'une tension sur la demande en matières premières et en énergie fossile, elle me semble aujourd'hui extrêmement limitée. C'est vraiment, à mon avis, ces pays n'ont plus les cartes en main aujourd'hui pour cela. Donc tout ça, ça me fait dire qu'il faut se méfier sur les perspectives de désinflation. C'est pas du tout certain que ça se prolonge. Et si on devait avoir une poursuite de la désinflation, parce qu'il y aurait vraiment une grosse récession simultanément en Europe, en Chine et aux USA, à mon avis, ça ne durerait vraiment pas très longtemps. Donc la conclusion de tout ça, c'est que pour moi, il faut pas vendre vos valeurs pétrolières trop vite aujourd'hui sous prétexte qu'il y a une récession qui arrive probablement en Europe et aux États-Unis. Il y a des tas de valeurs pétrolières qui restent très bon marché aujourd'hui, qui sont une bonne garantie contre une reprise de l'inflation sur le moyen terme, à horizon de 2 ans, 3 ans ou plus. Donc vraiment, je pense qu'on peut les conserver en portefeuille, et pour se protéger de la récession, d'un scénario de désinflation plus fort que prévu, il suffit de garder 20-25% de liquidité pour pouvoir shorter les indices techno type Nasdaq, le CAC 40 avec les valeurs du luxe, et placer de la trésorerie en SICAV monétaire dollar US pour quelques trimestres, le temps que la récession, qu'on atteigne le cœur de la récession, avant de rebasculer tout vers les actifs tangibles ensuite. Autre chose, un dernier point avant de vous quitter, qui milite en faveur d'une reprise de l'inflation dans les années qui viennent, c'est le déficit public américain et le service de la dette. Vous voyez qu'on a explosé en termes de charges d'intérêt aux États-Unis. On est passé déjà de 600 milliards par an à presque 1000 milliards par an, donc on a augmenté de 400 milliards en l'espace de quelques mois. L'ensemble de la dette américaine, ou la grande majorité de la dette américaine, est à échéance courte, donc elle va devoir être refinancée dans les 2-3 ans qui viennent, et on peut s'attendre à ce que cette charge d'intérêt atteigne des niveaux de l'ordre de 1400-1500 milliards par an dans les 2 ans qui viennent, et à ce moment-là, on aurait quand même des problèmes significatifs, c'est-à-dire que la part des intérêts dans le PIB américain, qui était jusqu'ici stable depuis les années 2000 aux alentours de 2,5% du PIB, on est déjà passé à 3,6, et on pourrait rapidement atteindre les points hauts des années 80-90 ici, à 5% du PIB. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui milite en faveur d'une potentielle reprise de l'inflation, avec une flambée des déficits publics américains à venir.